Bonjour ou bonsoir à vous tous et merci de nous rejoindre dans le monde en ce samedi, pour ce samedi 24 juin 2023. Nous allons tour à tour parler du Sénégal avec cette phrase polémique du président Macky Sall. Nous maintiendrons au pouvoir, phrase qui fait réagir donc au Sénégal. On ira ensuite du côté du Mali, parler de la nouvelle constitution qui a été plébiscitée. Ensuite, on évoquera la République démocratique du Congo. Après l'ONU, c'est Médecins sans frontières qui s'alarment d'une crise humanitaire historique. On parlera aussi du sommet de Paris. Qu'est-ce que l'Afrique gagne dans cette rencontre? Et le dernier sujet, ce sera le Togo, où les évêques ont plaidé pour des élections apaisées. Voilà pour le menu de ce jour. Et avec moi, pour commencer cette émission, il y a Eklou Komi Gadoufia Eche. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci à vous d'accepter notre invitation. Vous êtes docteur en sciences politiques, donc politologue, mais vous êtes aussi également pasteur. Merci d'être notre invité. C'est moi qui vous remercie. D'accord, donc je vous appellerai bien volontiers pasteur Eche tout au long de cette émission. Merci beaucoup. En face de vous, il y aura Georges Géraud, qui est acteur politique du cercle des leaders émergents, dont nous attendons donc l'entrée dans ce studio d'un moment à l'autre. Et comme j'ai coutume de le dire, direct oblige, donc on va aller tout de suite dans le vif du sujet où nous débutons avec le Sénégal. Le président Macky Sall était en France, c'était justement pour le sommet de Paris et au cours d'une rencontre avec ses partisans à Paris, le président Macky Sall a eu cette phrase qui n'a pas laissé les Sénégalais indifférents. Nous nous maintiendrons au pouvoir. Ce qu'il a dit exactement, ce que je peux vous promettre, c'est que grâce à notre travail, nous nous maintiendrons au pouvoir avec la volonté du peuple sénégalais. Et bien du côté de Dakar et des autres villes, la petite phrase du président n'est pas passée inaperçue dans un contexte où on l'accuse de vouloir se maintenir au pouvoir pour un troisième mandat jugé illégitime par ses adversaires. Pasteur Riché, un mot d'abord sur la situation politique au niveau du Sénégal. On sait que la tension se crispe avec cette volonté qui est prêtée au président Macky Sall de briguer un nouveau mandat. Quand le président dit cette phrase, est-ce que c'est très clair? Est-ce que dans ses intentions, il va continuer, il va briguer une nouvelle candidature en 2024? Oui, le président Macky Sall n'a pas l'intention de quitter le pouvoir. Il a goûté, il a pris goût et il veut rester sur le pouvoir. C'est ce qu'il a dit clairement, que nous allons maintenir. Donc ça veut dire que je ne comprends pas certaines personnes. Vous étiez venu sur le pouvoir par la démocratie. C'est le même peuple qui vous a amené sur le pouvoir. Et vous avez dit au président Ouad qu'il ne doit pas faire le troisième mandat. S'il cherche à le faire, il va mettre le pays au chaos. Maintenant, aujourd'hui, c'est lui qui prononce cette phrase que nous allons nous maintenir sur le pouvoir. C'est vraiment dommage pour Macky Sall. Avec son niveau, la manière dont il est venu, le peuple qui était derrière lui, aujourd'hui, il dit ça vraiment. Il a travaillé, mais après, il veut détruire tout ce qu'il avait fait dans les 10 ans passés. Mais en même temps, c'est quand même assez subtil ce que dit le président. Il n'a pas dit « je », il a dit « nous ». Et « nous », ça peut dire beaucoup de choses. Oui, « nous » peut dire beaucoup de choses. Ça veut dire il peut amener aussi un défunt qui peut rester sur le pouvoir et lui restera derrière lui pour travailler. Donc, on va voir, avec le temps à venir, on va voir si c'est son défunt ou bien lui-même. C'est lui-même qui va vouloir travailler. Mais moi, je ne pense pas que c'est un défunt. Si c'est un défunt, je ne vois pas pourquoi il doit empêcher l'autre, l'opposant Sissoko, voilà, de ne pas participer aux élections. Moi, je pense que c'est lui-même qui a voulu se maintenir au pouvoir. Mais le temps nous tiendra informés. Justement, le temps, c'est en 2024, en février 2024. Les Sénégalais doivent aller aux urnes. Et aujourd'hui, Macky Sall semble souffler le chaud et le froid. Il ne dit pas très clairement ses intentions. En même temps, il ne donne pas des gages de quelqu'un qui ne veut pas quitter le pouvoir. Est-ce que vous pensez qu'il est de bon ton, qu'il puisse définitivement prendre la parole pour dire ce qu'il veut réellement? D'abord, Macky Sall veut continuer par agir de cette manière pour voir la réaction de la population. Si la population persiste dans leur mobilisation dans les rues, c'est là où il va prendre la décision. En réalité, c'est ce qu'il est en train de faire. Maintenant, ça ne l'empêche pas parce que le temps est encore là. C'est en 2024. Donc il a encore beaucoup de temps
pour... Beaucoup, c'est juste 6 mois, hein? C'est dans 6 mois. Oui. Février 2024, c'est pas loin. Ah oui, mais quand même, même en décembre, ou bien en janvier même, il peut se prononcer pour dire que je suis candidat aux élections présidentielles. Donc il a tout le temps, c'est pour lire ce que la population va dire, c'est pour voir jusqu'où ils vont aller avec leurs manifestations. En réalité, c'est ce qu'il est en train de faire. Il est en train de jouer sur l'effet d'essoufflement. Voilà. Il se dit qu'ils vont finir par se calmer. Voilà, ils ne vont pas aller loin, ils ne vont pas continuer. Et je vais résister aux manifestations, je vais voir ce qu'ils vont faire. Mais je crois très bien que les Sénégalais, avec leur démocratie, ils ne vont pas lâcher. Ils le disent. Comme je crois que vous l'avez vu aussi, comment l'un de ces ministres a été tabassé. Oui, j'ai vu des images comme ça. Voilà. Je ne connais pas l'authenticité. Donc, les gens sont en train de le firmer. Et lui aussi, il a donné des coups, premièrement, à quelqu'un. Et on l'a tabassé. Les gens l'ont frappé. Ça veut dire que de partout, la diaspora, en France, partout, les gens se mobilisent. Parce qu'ils ne veulent pas que Macky Sall brigue un 3e mandat. Mais je l'ai dit, hein, cette phrase-là, nous nous maintiendrons au pouvoir, c'est devant ses partisans qu'il l'a dit. Donc ce n'est pas quand même non plus un président qui est isolé. Il a des partisans aujourd'hui. Des gens qui peut-être souhaitent qu'il continue le bail. Oui. Est-ce que leur constitution permet qu'un président brigue un 3e mandat? C'est de ça qu'il s'agit. Oui, c'est de ça qu'il s'agit justement parce que vous savez que en matière de constitution, c'est une question d'interprétation aussi. Oui. Donc l'interprétation qu'on en fait dans le camp de Macky Sall, comme il y a eu une modification, donc il avait été élu pour un septennat, qu'il a ramené un quinquennat, il a fini le septennat et il y a eu une modification dans son premier mandat. Donc pour lui, il se dit ce premier mandat est hors de portée de la modification. Donc il a droit encore à un autre mandat de 5 ans. C'est une manière de manipuler la Constitution. En réalité, Macky Sall sait très bien que c'est 2 mandats. Un mandat renouvelable une seule fois. Il le sait. Et Macky Sall, avec tout ce qu'il avait fait, tous les postes qu'il a occupés, le travail qu'il a fait dans ces 10 ans en Afrique, avec sa moralité, ce que nous croyons, Macky Sall devait laisser le pouvoir. Il n'est pas âgé. Moi, je pense que si Macky Sall laisse quelqu'un diriger, on verra la différence de ce qu'il a fait dans ces 10 ans. Et s'il a la chance, si Dieu lui donne la vie, il peut revenir encore. Nous avons vu le cas au Nigeria. Le président, là, il était président, il est parti. Et il est revenu. Moi, je ne sais pas pourquoi les gens ne comprennent pas, les présidents ne comprennent pas. Si tu travailles, tu laisses le pouvoir à quelqu'un qui vient, et la personne travaille, on verra la différence toujours. Si tu as bien travaillé ou bien tu n'as pas bien travaillé, c'est la population, la même population qui te rejette aujourd'hui, qui va te réclamer de revenir. Nous avons vu le cas de Mathieu Kérékou au Bénin. Il a été lapidé. Il a fui pour rentrer dans l'église catholique de Saint-Michel à Cotonou. Et après, c'est la même population qui a été le chercher pour venir être leur président. Et il était président jusqu'à ce que, après, il est fatigué. On lui a demandé ce qu'il va placer l'un de ses fils. Il a dit non. Et il a organisé une élection transparente, apaisée. Après, il a quitté. C'est comme ça. Donc, je crois qu'il va falloir que les présidents comprennent, Macky Sall comprenne qu'il doit laisser le pouvoir et partir. Et celui qui va venir va travailler. Et quand il va travailler, on verra la différence entre son travail qu'il a fait dans les 10 ans et ce que l'autre va faire dans les prochaines années à venir. Alors, vous évoquez donc la question du travail. C'est justement sur cet aspect du travail que lui aussi, il se base pour dire que, il dit, grâce à notre travail, nous allons nous maintenir au pouvoir. Les gens, qui lui dit que celui qui va venir... C'est le travail qu'il vante, il estime qu'il a un bon bilan qui lui permet donc de continuer le bail. Nous connaissons, si nous voulons parler de l'alternance de certains pays, qui nous dit que ceux qui étaient sur le pouvoir et qui ont laissé après 10 ans n'ont pas travaillé. Mais la Constitution ne permet pas qu'ils continuent, qu'ils briguent le 3e mandat. C'est pourquoi ils ont laissé pour que quelqu'un d'autre vienne continuer là où ils se sont arrêtés. Donc c'est ça la vraie démocratie. Donc si leur démocratie ne permet pas qu'ils continuent, il faut qu'ils laissent, parce que ça ne veut pas dire que celui qui va venir ne va pas faire mieux. Il peut faire même mieux que lui. Mais il peut faire aussi
Moins que lui. Donc il faut qu'il laisse le temps, il faut qu'il laisse la population même juger son travail par rapport à celui qui va venir. Alors, je le disais, sur ce plateau, c'est aussi notre second invité, Georges Hérault, qui est du Cercle des leaders émergents, qui est également adjoint au maire de Cloto 2. Bonsoir, Georges Hérault. Bonsoir, Samuel. Bonsoir à mon co-débatteur, à Bonsoir. tous les téléspectatrices, téléspectateurs. Bon, je sais pas. Merci de nous rejoindre. On était en train de parler donc du Sénégal avec cette phrase polémique du président Macky Sall. Vous connaissez très bien la situation au niveau du Sénégal. Tout le monde espère que le président se prononce sur son éventuelle candidature à un troisième mandat en 2024. Eh bien, depuis Paris, Macky Sall dit « Nous nous maintiendrons au pouvoir ». J'ai dit la phrase exacte. Ce que je peux vous promettre, c'est que grâce à notre travail, nous nous maintiendrons au pouvoir avec la volonté du peuple sénégalais. Est-ce que pour vous aussi, ça signifie une déclaration de candidature? Pas exactement, parce que nous nous maintiendrons au pouvoir. Nous devons savoir que Macky Sall est issu d'un parti politique. Et donc, quand il dit nous nous maintiendrons, ça peut être le parti, ça peut être lui-même. Et parce que il y a beaucoup de polémiques autour de sa personnalité, surtout par rapport à sa candidature. Et moi, je me dis que c'est pas le moment des agitations, des gesticulations au niveau de part et d'autre. Parce que, arithmétiquement, Samuel, quand on prend Macky Sall, qui a fait des réformes pour ramener, pour réduire le mandat de 7 à 5 ans. Logiquement, si c'est qu'il avait fait 2 mandats, avec les 7 ans, ça va faire 14. Et ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, on ne peut pas prêter d'autres intentions à ce monsieur qui a réduit carrément le mandat de 7 à 5 ans. Sinon, 2 mandats feraient 14 ans. Ce qui, dans l'état actuel, 3 mandats va faire 15 ans. Donc, vous voyez tout juste que si quelqu'un a pu réduire ça, il faut vraiment que nous puissions quand même, à un moment donné, comme on le dit en droit, la bonne foi est présumée. Il faut quand même lui laisser le temps. Et puis, comme on le dit leur constitution, parce que les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. C'est ce qui s'est passé au Ghana, je dis au Ghana, en Côte d'Ivoire, c'est ce qui s'est passé au Togo, c'est ce qui se passe pratiquement sous les cieux où on touche à la Constitution, les gens ramènent le compteur à 0, etc. Mais c'est pas le Sénégal qui va être le premier à dire que quand on touche la Constitution, on va revenir, on va compter le mandat qui a été fait. Même le temps d'Abdoulaye Wade, que Macky Sall a combattu et battu dans les urnes. C'est la même chose. Donc, je ne vois pas Macky Sall dire tout simplement qu'à cause de la rue, j'abandonne si j'ai la vision de me présenter pour ce mandat qui va venir en 2024. Donc, moi, je me dis tout simplement, quand il parle de nous, il parle d'abord de son parti et peut-être lui. Donc, on ne va pas lui prêter d'autres intentions. C'est un homme politique. Il va voir à un moment donné s'il va se présenter ou pas. Je ne dis pas ça parce que c'est Macky Sall. Je le dis parce que ça constitue la jurisprudence même dans la sous-région où, que ce soit Alassane Ouattara, il s'est présenté. Et donc, moi, je l'ai dit plusieurs fois sur ce plateau. Je dis que normalement, ça doit être quand même un vis-à-vis si, comment on l'appelle, Sonko va être candidat, je ne sais pas parce que vu avec la condamnation, oui, et donc si moi ce que j'aimerais peut-être voir, c'est le face-à-face Sonko et Macky Sall comme Abdoulaye Wade et Macky Sall en 2012, je crois. Donc, moi, c'est ce qui m'intéresserait. Mais bon, je ne peux pas faire grand-chose que exprimer mon souhait. Mais le souci aussi dans le contexte du Sénégal, vous avez rappelé le cas Maître Wade. On sait que Wade a été élu pour 5 ans. Après, il a modifié pour ramener à 7 ans. Oui. Et c'est sur ça qu'il se basait pour dire qu'il avait droit à un nouveau mandat. Il est allé, il a été battu. Oui. Celui-ci vient... En bon démocrate, il dit je ramène à 5 ans et il repose le même problème. Est-ce que quoi? On va être dans un éternel recommencement au Sénégal? Non, en fait, ce n'est pas l'affaire du Sénégal seul. C'est ce que je vous dis. Je ne refuse pas. Est-ce que finalement, ce n'est pas un président qui va se dire, écoutez, réglons cette affaire, j'ai fait 2 mandats, que ce soit 7, 5 ou quel que soit comment on l'appelle, je pars. Et il rentre dans l'histoire. Oui, en fait, ce que tu viens de dire,
Samuel, c'est quelque chose qui doit être, qui doit venir de l'animal politique. C'est dit que j'ai la volonté et je quitte. Mais il y a des gens, prenons Nelson Mandela, il a fait un seul mandat et il a quitté. Ça n'engage que lui. C'est-à-dire qu'en fait, il faut comprendre les choses. Le jeu politique, c'est un jeu. C'est comme entre Barcelone et comment l'appelle, Real Madrid. On ne va pas dire que parce que Barcelone gagne toujours bien, non, il va laisser non, il y a certains qui peuvent le faire, il y a d'autres non. Donc, on ne va pas se focaliser sur la volonté de la personne. C'est pour cela qu'il y a des institutions, c'est pourquoi il y a la loi et encore faut-il que nous interprétons la loi comme le législateur ou bien ceux qui ont quand même ceux qui le disent. Sinon, ça devient un jeu où vous voyez avec Alpha Condé, vous voyez avec tant de personnes, ça devient un jeu où même moi je me dis tout simplement que l'opposition doit être préparée. L'opposition dans chaque pays doit être préparée au cas où soit on met dans les constitutions, dans nos constitutions, même s'il y a révision constitutionnelle, les deux mandats sont toujours maintenus. Mais c'est la Constitution, on peut le mettre, on peut l'insérer. Donc, dans ce cas, on sait que, parce que partout, on trouve nul ne peut exercer plus de 2 mandats. C'est ce qu'on a l'habitude de voir. Mais en aucun moment, on n'a pas dit que même s'il y a révision constitutionnelle, que les 2 mandats sont maintenus. Bon, donc moi je pense qu'il faut aller au-delà si nous voulons toujours maintenir les choses à leur position. Sur ce point, moi je félicite, et chaque fois je le dis, le Bénin qui a trouvé la bonne phrase. Nul ne peut faire plus de 2 mandats dans sa vie. On n'a qu'une seule vie. Donc, quel que soit le cas. Alors Pasteur Etienne, dans le cas sénégalais, on a l'impression aussi que l'opposition s'agite, mais il est impossible d'empêcher Macky Sall d'être candidat. Il est possible aussi parce que... Il a déjà été impossible d'empêcher Wade d'être candidat. C'est dans les urnes qu'on est allé le battre. Pourquoi on ne se concentre pas finalement sur les urnes pour arrêter toutes ces agitations? Oui, la population croit que les élections peuvent être fraudées. Arrêtez... Au Sénégal? Oui, Sénégal. Le Sénégal a quand même une tradition électorale. L'Afrique est capable de tout. L'Afrique et ses mystères. Voilà. Par exemple, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'a jamais connu ce qu'il a connu maintenant, la fois dernière. Maintenant, si ils ont vu que les choses sont en train de se répéter dans des pays voisins, ils voient que c'est des exemples de paix que ces présidents sont en train de suivre. Donc maintenant, la population ne fait qu'empêcher Macky Sall de ne pas se présenter carrément. Eux, ils ne pensent pas qu'ils peuvent aller aux élections et le gagner comme lui-même il avait fait. Mais ils ne veulent pas que Macky Sall aille aux élections. Donc ça veut dire que quoi? Si la population croit que Macky Sall peut frauder les choses, il parle en conséquence de cause. Mais au premier mandat, Macky Sall est déjà rejeté. Moi, je me souviens très bien que j'ai rencontré une femme sénégalaise qui m'a dit au premier mandat que Macky Sall est déjà rejeté. Bon, on l'a vu gagner les élections pour avoir un second mandat. Oui, très bien. Oui. Il a gagné les élections parce que chacun n'a pas les mêmes opinions sur une question donnée. Donc il y a certains qui sont de son côté et d'autres qui ne sont pas de son côté. Donc il a la chance de gagner les élections pour le deuxième mandat. Mais le fait qu'il est revenu pour faire le troisième mandat, si la manière dont il a parlé avec certitude que nous allons nous maintenir. Si jamais c'est lui-même qui va se présenter, peut-être qu'il est sûr quelque chose. Il veut faire quelque chose. Il est sûr de faire quelque chose. C'est pourquoi il cherche à prononcer ces mots. Actuellement, il y a Khalifa Sall et Karim Wade qui sont redevenus éligibles. Parce que vous connaissez tous les déboires judiciaires qu'ils ont eu aussi. Au même moment, Ousmane Sonko, on sait ce qui lui arrive. À quoi joue Macky Sall? Bon, est-ce que c'est un jeu? Je dirais tout simplement que c'est la politique et suivi par le droit qui est préparé dans l'officine des politiciens des fois. Bon, aujourd'hui, il y a Sonko qui devient dérangeant, il faut le dire, hein, et avec tous ces cortèges de mobilisation, il faut aussi quand même revenir sur l'incohérence soulevée par l'opposition de Macky Sall, parce que il faut pas
quand même être dans la polémique. C'est peut-être ce qu'on peut reprocher à Sall aussi. Parce qu'entre-temps, on disait, quand moi je vais, quand même, le peuple va me redonner un seul mandat, je ne me représenterai plus sur les médias, même avec ses pairs, quand on le compare avec ses pairs, il dit non, au Sénégal, nous, on ne peut plus faire des choses comme ça. On a une tradition, on dit des choses et puis on fait son contraire. C'est un peu quand même ce que les gens peuvent reprocher à lui. Mais ça, le fait de parler ne se substitue pas au droit ni à la loi. Donc, moi, je peux parler ici que, bon, je ne vais pas faire ceci, mais si la loi m'autorise, je le fais. C'est légal, c'est légal. On peut quand même mettre la légitimité, entre guillemets, mais quand même, la loi telle que ça est aujourd'hui, tirée par les constitutionnalistes, je ne vais pas rentrer dedans. Mais aujourd'hui, nous voyons que Karim est le maire de la ville de Dakar, l'ancien maire de la ville de Dakar, qui devient aujourd'hui éligible aux élections. Ça peut étonner plus d'un, mais moi, ça ne m'étonne pas, parce que je sais que il ne va pas aller à cette élection, ou bien Macky Sall, ou bien son parti ne va pas vouloir aller à cette élection où il n'y a pas quand même certains tournants de l'opposition, et comme on le dit, avec ses périls, on triomphe sa gloire. Il se choisit ses opposants. Il se choisit ses oppositions, c'est pas tout à fait, mais il va falloir que le jeu quand même soit plaisant et soit ouvert. Mais c'est pas... C'est pas les garçons qu'il aille avec Ousmane Sonko. Mais en fait, avec Sonko, ce que vous devez savoir avec Sonko, c'est que Sonko, le Sall se retrouve comme Sonko, parce que vous avez vu la fougue que le jeune a, ça se compare exactement à ce qu'il a eu il y a 12 ans. C'est ça. Donc, en fait, je l'ai dit ici, l'animal à battre, c'est Sonko. Et c'est normal parce que en politique, on dit le savoir, comment on l'appelle, c'est Richelieu qui a dit que savoir dissimuler, c'est le savoir des rois. En fait, Sall a dissimulé son intention avec Sonko jusqu'au dernier moment. Et vous savez, en politique, la victoire revient à celui qui s'est joué au dernier quart d'heure. Ici, il a joué, il a laissé mobiliser, même jusqu'aux législatives, il a mobilisé. On a vu jusque-là la force de Sonko. On sait que sa seule force, c'est la mobilisation. Et c'est ce que je disais, qu'il faut qu'il ait au moins cette force de négociation de couloir qui va lui permettre à un moment donné, même dans sa chambre coincée, va pouvoir négocier. Mais aujourd'hui, on sait que c'est la seule puissance qu'il a, c'est la mobilisation. Maintenant, le gars est coincé. Il ne peut plus sortir. Il ne peut plus faire sortir les gens. La police est un peu partout pour garder la situation calme. Qu'est-ce qu'il pourra faire? Il ne pourra faire grand-chose. Parce qu'aujourd'hui, il est condamné. Et même quand vous avez entendu le ministre de l'Intérieur qui disait... C'est le ministre de la Justice plutôt qui disait que c'est que le jugement de la condamnation est en train d'être préparé. C'est pour cela qu'on ne l'a pas encore pris. Mais quand on va le prendre, c'est la rue. Mais la rue est déjà maintenue. Qu'est-ce qui reste? Donc aujourd'hui, il n'a pas choisi seulement ses adversaires, mais il a voulu qu'on dise que la démocratie ou bien la tradition démocratique au niveau du Sénégal est toujours maintenu et continue avec Macky Sall. D'accord. On va passer maintenant au second sujet. Nous prenons la direction du Mali qui a voté donc pour la nouvelle constitution. Eh bien, c'est un plébiscite que les autorités maliennes de la transition ont obtenu. 97 voix pour cette nouvelle constitution soumise donc au référendum par les autorités de la transition. Le taux de participation quand même fait un peu grincer les dents, 39,40%. C'est ce que les autorités électorales ont annoncé en proclamant donc les résultats hier, vendredi 23 juin, au cours d'une cérémonie au Centre international de conférence de Bamako. Le scrutin a été émaillé de quelque peu d'incidents et d'irrégularités selon des observateurs et des opposants. Mais ce qu'on retient, Pasteur Richet, c'est que 97% des votants ont approuvé la nouvelle constitution malienne. Oui, ils ont approuvé, ils sont d'accord. Ça veut dire que, à mon avis, ça veut dire qu'ils sont d'accord de la manière dont la junte ou bien le gouvernement de la transition est en train de gérer les choses. C'est vrai qu'il y a certaines personnes
à l'étranger, au Bénin, à certains endroits, les avis sont partagés. Certaines personnes ne sont pas d'accord que le référendum soit voté, mais je pense que si le pourcentage est de cette manière, ça veut dire que les gens sont contents et ils veulent donner l'occasion au gouvernement de continuer son travail. Georges Hérault, on a 97% de oui, mais on a 39% de participation. Lequel des chiffres on retient finalement? On célèbre ou bien on s'attriste? En fait, les yeux sont braqués sur le taux de participation parce que c'est ce que tout le monde veut voir. On se dit que les jeux sont vraiment, les dés sont bipés au profit de la junte. Et qu'est-ce qu'il faut? Il faut voir si les gens vont sortir, surtout au niveau de la région de Kidal, etc. On verra, oui, où on verra si les gens vont sortir. En fait, tous les yeux du monde sont braqués sur le taux de participation. Alors qu'il faut voir le taux de participation 39, quelque chose % et comparer au taux de participation même des élections dans la sous-région. Vous allez voir que c'est tantôt 40%, 45% dans la sous-région. Et c'est dans la fourchette. Et c'est pas loin. Dans un pays où il y a le terrorisme qui sévit un peu partout, donc 39, quelque chose % n'est pas un taux tellement loin de... Mais dans un pays où on a vu les autorités militaires, moi je me garde toujours de les appeler jeunes. J'appelle ça, c'est des autorités militaires de la transition où on les a vus mobiliser des centaines de milliers de personnes. Comment comprendre qu'on ait un taux quand même qui est faible? Oui, en fait, le taux, c'est pas parce que les gens ne veulent pas de cette constitution forcément, hein, mais ça peut être ce qui se passe dans nos... Ceux qui ne sont pas allés voter. Oui, je dis, c'est pas forcément que les gens ne s'intéressent pas peut-être à la Constitution, mais c'est peut-être ce qui se passe chez nous aussi, où beaucoup de personnes sont quand même fatiguées de la, entre guillemets, de la politique. Donc les gens ne veulent même pas, que ce soit bien ou mal, les gens à un moment donné ne veulent même pas aller voter. Il y a ça, c'est un peu partout dans nos pays de la sous-région, on trouve ça un peu partout. Donc il y a certains, quand vous les voyez, tout ce qui concerne la politique, etc., ne les concerne pas. Ça peut arriver comme ça. Mais alors, maintenant, pour ce qui concerne la mobilisation, c'est vers le Bamako et ses environs. Oui. Maintenant, pour ce qui concerne le nord, il est vrai que selon les autorités en charge de la gestion électorale, pour eux, les gens sont sortis, seulement que ce n'était pas comme au niveau de Bamako. Donc, quand même, le pari pour voir si en 2024, parce qu'il faut aussi savoir que cette élection ou bien ce référendum permet quand même aux autorités de la transition, moi je dis seulement autorités de transition parce que c'est ce qu'on nous a dit, c'est ce qui est légitime, c'est ce qui est légal. Les autorités de transition, c'est pour leur permettre aussi de savoir qu'en 2024, quand même, ils peuvent organiser une élection. Donc, c'est quand même un prélude à cette élection. Bien évidemment, n'oublie pas ça. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, on n'a pas pu voter à Kidal. On va écouter un observateur sur la situation justement de cette zone du Mali. Et tout le monde sait au Mali que depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui, on n'arrive pas à organiser des scrutins dans toutes les localités du Mali. Ça, c'est un fait. De 2013 à aujourd'hui, on n'a pas pu organiser dans les 100% des territoires. Et il y a plusieurs raisons. Nous n'avons pas dit que les groupes djihadistes sont contre, mais nous avons cité des localités où l'élection n'a pas pu se faire par souci sécuritaire. Nous étions hier soir sur l'ORTM, nous avons dit qu'il n'y a pas eu de vote à Kidal. Ni à Kidal, ni à Tessalit, ni à Gerhok, ni à Chiboko, ni à Tidisako, il n'y a pas eu de vote. Parce que nous avons 150 observateurs qui ont été formés à Kidal et qui ont été déployés à Kidal. Nous n'avons pas eu écho qui est vote à Kidal. Alors voilà, donc la situation est Kidal, Tessalit, en tout cas un certain nombre de localités, Pasteur Etienne, où on n'a pas pu voter. On a une constitution, mais on pose une question. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que le Mali est uni et indivisible, s'il y a des zones où on ne vote pas? Oui, bon, moi je pense que les Maliens sont un peu confus. Parce qu'aujourd'hui,
ils sont dérangés par les terroristes. C'est leur problème. Ils n'ont pas la paix, ils n'ont pas la tranquillité. On peut venir les tirer sur eux à tout moment. Au même moment, on leur demande d'aller voter. C'est ça qui ne les plaît pas. Ils veulent d'abord qu'on trouve la solution pour ces problèmes d'insécurité. Et après, on peut chercher à voter. C'est en réalité leur problème. C'est pourquoi là-bas, ils n'ont pas cherché à voter, parce que les gens ne savent pas ce qui va leur arriver quand ils vont se déplacer de leur maison pour aller au bureau de vote. Parce qu'on peut venir et lancer des bombes là-bas. Donc les gens n'ont pas de la sécurité, vraiment. C'est pourquoi ils ne sont pas déplacés. La situation de Kidal, Georges Héro, est-ce que c'est juste le côté sécuritaire ou simplement on sait aussi que Kidal et d'autres localités, je ne vais pas employer certains mots, mais on connaît la situation, il y a des gens qui revendiquent parfois même une sécession. Est-ce que c'est juste la question sécuritaire qui a fait qu'on n'a pas voté là-bas, ou bien ils ne se sentent pas concernés? En fait, il faut noter que les autorités de l'Azawad qui ont participé à l'accord de l'Algérie, à un moment donné, avec les autorités de transition, ça ne va pas. Oui. Et ils ont soulevé un certain nombre de manquements. Et donc, quand le référendum le projet de référendum a été initié, et à un moment donné, ils se sont retirés et ils ne se sentent pas concernés par le référendum qui est en train d'être fait. Donc, ils ont, vous savez, là-bas, la sécurité, tout, c'est à leur charge. Ce sont eux qui font le maître des lieux. Et donc, à un moment donné, je ne pense pas que les autorités de la transition vont vouloir aller en confrontation pour le simple fait que c'est un référendum pour continuer la voie sur la modification de la Constitution. Mais ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, si le territoire, la gouvernance sur le territoire devient totale, cette constitution va être imposée à cette partie aussi. Donc, il n'y a pas aussi d'enjeu pour moi, et en tant qu'un politique, de vouloir coûte que le référendum soit 100% au niveau de Kidal. Mais est-il que s'ils sont partis toujours du Mali, à un moment donné, la constitution va être quand même, cette constitution reconnue et appliquée dans cette partie du Mali. On a donc 97% de oui, donc 3% de non. C'est pratiquement rien du tout, parce que les partisans du non aussi s'étaient véritablement mobilisés. Mais au-delà, est-ce que ce ne sont pas aussi les presque 60% qui n'ont pas voté qui comptent? Parce qu'il y a les imams qui n'étaient pas d'accord avec cette nouvelle constitution. Et finalement, si ces 60% étaient ceux qui étaient aussi contre? Oui, effectivement. On peut dire ça parce que le fait, vous avez souligné tout de suite le problème des imams. Ils ne sont pas du tout d'accord. Ils ont parlé, même ceux qui sont à l'étranger, ils ont parlé. Mais, vous savez, le fait que le référendum a été organisé, les gens ont participé, ils ont voté, et le résultat est sorti, les gens ont été pour voter ou pas. Ils vont faire face aux conséquences de ce vote. Ils vont accepter les décisions que le gouvernement de la transition va prendre. La nouvelle constitution s'impose à tous. Voilà. Ils vont accepter ça. Parce qu'ils n'ont rien à dire, parce qu'ils n'ont pas empêché les élections. Les musulmans, les imams, ils n'ont pas empêché les élections. Ils ont accepté, on a été aux élections et on a vu les résultats proclamés. Maintenant, on donne maintenant le pourcentage. Maintenant, tout ce que ça va engendrer, ils vont accepter ça. Donc, quel qu'en soit le pourcentage de ceux qui n'ont pas participé ou pas, je crois que le Mali maintenant est sur une autre voie pour pouvoir prendre sa destinée en main. On attend la promulgation, mais moi je reste toujours dans les chiffres. Georges Héro, c'est 60% de Maliens qui ne sont pas allés aux urnes. Est-ce que ça veut dire que c'est 60% de Maliens qui sont contre cette nouvelle constitution? Bon, en fait, on ne dirait pas, parce que tu viens de soulever quelque chose qui est un peu important. Je dirais très important, c'est les imams qui ne se sentent pas concernés parce qu'ils veulent que
qu'on ne mette pas dans la Constitution que c'est un État laïque et de mettre plutôt multiconfessionnel. Bah, ces particularités, je pense que c'est un peu... dans un pays comme le Mali, ça peut être quand même discuté, mais quand on dit l'État laïque, moi personnellement, je pense que c'est ce qui est mieux pour le Mali aujourd'hui avec tout ce qui se passe. Mais quand on dit les multiconfessionnels, il y a certains qui sont dans une confession. Ils sont des athées, ils ne veulent pas. Quand c'est multiconfessionnel, c'est d'abord confessionnel avant d'être multi, donc c'est dangereux. Oui, oui. Parce que avec tout ce qui se passe avec l'État islamique, les groupes de soutien aux musulmans, etc., vous voyez que quand on dit multiconfessionnel, les autorités de la transition comprennent l'enjeu et ils doivent forcément s'adapter à cet enjeu compte tenu de certains, quand même, certaines conventions, certains accords internationaux qu'ils ont pris. Donc, aujourd'hui, il ne faut pas qu'on mêle, on défend les particularités dans une constitution qui va être une constitution appliquée pour tous les citoyens, disons les résidents de ce pays. C'est une constitution, ce n'est pas une loi. Donc, il faut vraiment qu'on puisse le faire et le faire pour une longue période. Et c'est ça, et vu l'évolution même de la population. Donc aujourd'hui, il y a certains qui ne se sentent pas aussi concernés par les affaires politiques. Il faut l'admettre. C'est normal. C'est que on ne peut pas le faire sous aucun cieux. On a vu taux de participation 100%. Donc, si nous voyons la réalité... Mais vous rappelez par exemple la constitution du Togo qui a été adoptée en 92. Moi, je sais qu'on avait eu pratiquement le même taux de participation. Non, le oui, c'était autour de 97%. Mais les gens vantent aussi que la participation était à plus de 60%. Oui. Et donc, ça donne aussi du poids à la Constitution. Oui, Samuel, ça donne du poids à la Constitution. Mais on ne peut pas refuser que les gens, nous sommes dans une démocratie, que les gens ne veulent même pas aller voter. Si les gens ne veulent pas voter, on fait quoi? 60%. Je m'en tiens à ce que nous avons décidé parce que on dit le respect des règles que nous nous sommes prescrits est liberté, non? Oui. Donc, si les gens de gré ne veulent pas aller voter, ne veulent pas aller voter pour le référendum, on peut pas dire que c'est parce qu'ils n'ont pas voté. Non. Et l'enjeu ici, ce n'est pas, si c'est que c'est l'élection de 2024 encore, c'est mieux. L'enjeu ici, c'est un référendum pour la modification de la Constitution. Donc, je ne sais pas si les gens ont compris. Normalement, si ces gens-là, on ne peut même pas dire que ces 60%-là veulent voter non. On ne peut pas dire que c'est parce qu'ils veulent voter non. On ne peut même pas le dire. Donc, ça s'impose à eux. Maintenant, il est vrai que nous tous, nous braquons. Les yeux du monde sont braqués sur le taux de participation. Et ce qui va se faire, c'est que ça donne quand même un signal aux autorités de transition pour dire, attention, il y a plus de 60% de la population malienne qui veut faire les choses autrement. Je ne dis pas qu'ils sont contre, mais ils veulent faire les choses autrement que ce que vous avez proposé. Et donc, dans l'avenir, tenu compte de ces avis, pour quand même que toutes les parties prenantes puissent être satisfaites, du moins ne pas partir avec des remous. D'accord. On passe également à un autre sujet. Il nous reste quelques minutes avant la pause. Donc, on va aborder le sujet de la République démocratique du Congo, la RDC. 2 jours après un cri d'alarme de l'Organisation des Nations Unies, Médecins sans frontières a demandé mercredi dernier une augmentation rapide et concrète de l'aide humanitaire pour l'Est de la RDC face à une crise d'ampleur historique au Nord Kivu. Cette province est en proie depuis fin 2021 à la rébellion du mouvement M23 avec des combats qui ont chassé de chez elle des centaines de milliers de personnes et aggravé une crise humanitaire chronique donc dans cette partie de la RDC. Lundi, le Bureau de coordination humanitaire de l'ONU a alerté sur la violence galopante et les besoins humanitaires croissants. Pasteur Etienne, nous sommes dans l'est de la RDC, une zone qui est en proie à des conflits depuis plusieurs années déjà et dont on a du mal à trouver une véritable solution. Est-ce que vous pensez que c'est parce qu'il n'y a pas
une véritable volonté, que ce soit de l'ONU ou de la communauté internationale, de trouver une solution à ce conflit? Oui, effectivement, il n'y a pas la volonté. Parce que, d'abord, je ne vois pas pourquoi l'ONU, et comme vous l'avez dit, l'organisation internationale ou bien l'opinion internationale ne peuvent pas trouver une solution depuis pour la paix dans le nord de l'Est de ce pays. Les gens sont tués. Vous voyez, plus de 100 000 personnes qui veulent de l'eau, qui veulent de la nourriture. Et il va falloir qu'ils comprennent que c'est de la vie humaine que nous parlons ici. Et il faut qu'ils trouvent la solution. C'est plutôt des gens, des mains noires qui sont derrière ces choses-là. Et c'est en train de persister jusqu'à présent. Il faut que l'ONU se lève. Il faut que les autres pays se lèvent et qu'ils trouvent la solution immédiate et éternelle, efficace pour le pays là. Et je ne vois pas, moi, je vois le Rwanda qui est en train de terrasser, en train de détruire la paix, la tranquillité de ce pays. Je ne sais pas pourquoi il ne doit pas cesser. Et je ne sais pas pourquoi on n'a rien à leur dire. Il va falloir maintenant que l'ONU se lève. Comme on est en train de crier dans leurs oreilles, il faut qu'ils se lèvent et qu'ils disent que maintenant la guerre là a duré trop. On a perdu des vies humaines. Il faut qu'on se lève et qu'on termine ces choses une fois pour de bon. Moi, je crois que c'est ce qu'on doit faire. Georges Géraud, manque de volonté pour venir à bout de cette crise-là, parce qu'on a une crise sécuritaire à laquelle s'ajoute une crise humanitaire depuis des années. Ce n'est pas la première fois qu'on alerte non plus. Samuel, quand on parle de la RDC, c'est un mastodonte. C'est un pays continent et donc qui regorge beaucoup de ressources naturelles. Et quand on parle de la partie est de la RDC, c'est la partie avec la partie sud où il y a beaucoup de ressources minières. Et ça suscite beaucoup de convoitises. Et moi, j'ai noté que malgré la volonté, peut-être je le dis entre guillemets, je ne sais pas s'il y a réellement une volonté, mais malgré la volonté, le pays connaît beaucoup de problèmes structurels et sectoriels, ce qui concerne la pauvreté des jeunes, et le manque d'accès aux services sociaux de base, etc. Et vous voyez que ça crée même l'insécurité, la gouvernance totale au niveau de ce pays continent manque aux autorités. Il y a même des localités où il n'y a pas quand même des services publics. Et ça devient un problème d'abord de gestion au niveau des autorités. Et moi, je ne vais pas aller au niveau de l'ONU ni Médecins sans frontières parce que est-ce que c'est leur rôle? Pas totalement. L'ONU, quand même, nous savons tout ce que l'ONU peut faire pour nous en Afrique. Nous savons tout ce que les Médecins sans frontières peuvent faire pour nous. Quelle est la responsabilité des dirigeants de la RDC par rapport à ça? Maintenant, on vient par rapport au M23, l'insécurité avec ce qui se passe et qu'on dénonce, ou bien qu'on peut-être on pointe du doigt le Rwanda comme étant celui qui est derrière le M23. Donc, on voit tout simplement qu'il y a un certain nombre de désordres dans cette localité. Mais est-ce qu'il faut dire la volonté de l'ONU? Non, moi, je ne vais pas aller au niveau de l'ONU, mais on va se résumer pour dire qu'il y a une volonté des autorités de la RDC et est-ce qu'il y a une volonté des autorités de la sous-région, c'est-à-dire en Afrique centrale? Oui, c'est là où on devait aller. L'ONU et Médecins sans frontières, ils sont là comme étant en assistance. Et ce n'est pas de leur responsabilité de prendre en compte un certain nombre de choses. Ils sont là en assistance. Maintenant, pour ce qui concerne la responsabilité, c'est qu'à un moment donné, il faut savoir que la RDC n'arrive pas à gérer tout le territoire. Il n'arrive pas à administrer comme il le faut. Le jour où la RDC va arriver à administrer pleinement son territoire, vous allez voir que cette histoire-là va cesser. C'est le jour. Sinon, on ne peut même pas. Parce qu'avec ce qui se passe, comme je l'ai dit, de l'Est, où il y a beaucoup de ressources minières,
si c'est exploité par des gens qui se disent que c'est le Rwanda qui est derrière, on ne sait pas. L'arme que les gens de M23 trouvent, on ne sait pas. Il y a beaucoup de choses. Donc, moi, je veux dire tout simplement, comme le dit, je crois, Confucius, qui dit exige beaucoup de toi et attends peu des autres. Ainsi, beaucoup d'ennuis te sera épargné. Il faut qu'à un moment donné, que les autorités de la RDC cessent de crier seulement aux voleurs, mais qu'ils prennent leurs responsabilités, qu'ils forment leur armée, qu'ils demandent quand même de l'aide pour former l'armée, pour faire des recrutements et gérer le pays. Parce que c'est un grand pays. C'est un très grand pays. On ne doit pas laisser ça pour que l'envahisseur ou bien que ceux qui ont pris goût de ce qu'ils mangent déjà sur ces territoires, pour leur dire que quand nous allons crier que le NI va dire quoi que ce soit, qu'ils vont dégager. Non. Ils ont pris déjà goût. Selon l'histoire, ils ont déjà pris goût parce que c'est plus qu'une décennie qu'ils sont là-bas. Mais quand ils sont là-bas, ils ont pris goût. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les booster hors de son territoire. Vous permettez, on va marquer la pause. C'est une pause pour suivre ensemble le journal, une dizaine de minutes, et puis on revient pour continuer ce débat.